Bonjour à toutes et à tous, merci d'être, à nouveau là. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à nouveau là pour, ce nouveau webinaire avec, notre amie Élodie que vous commencez à connaître. Bonjour. Bonjour Élodie. Nous allons, donc, poursuivre, le webinaire, de la semaine dernière, avec, Goulven Droumaguet, et on va essayer de revenir, sur, ce que nous a dit, Goulven, et puis, les questions que vous avez posées. Alors, pourquoi mon truc ne fonctionne pas? Ah, c'est moi qui ai la main, Ah, c'est toi qui as la main, voilà. c'est ça. Alors, eh ben, je te laisse y aller. Parle-nous rapidement du sommaire. Voilà. Oui, donc en fait, vous avez été très nombreux à poser beaucoup de questions à Goulven et à Michel. Moi, j'étais dans la salle en tant que participante la semaine dernière. Donc, comme Michel a récupéré pas mal de questions et Goulven nous a fait la gentillesse de rester quelques instants en plus pour prendre le temps d'apprécier toutes vos questions. Et donc, pour nous, ça a été important de revenir sur certaines d'entre elles. Donc, c'est le sujet de notre webinaire de cet après-midi, pour vous apporter des éclairages, mais de manière concrète. Alors, non pas que Goulven n'a pas fait les choses concrètement, je n'ai pas dit ça, mais c'est simplement de vous donner des cas d'usage, en fait, vous expliquer, dans les faits, en réel, puisque, vous savez, Michel, consultant expert en certification, moi, consultante invitée pour donner un éclairage. On sera là pour vous apporter le moindre, toutes les compétences, en tout cas un minimum de connaissances, de maîtrise de l'ingénierie de certification. Donc, plusieurs thématiques, comme vous le voyez au sommaire de ce webinaire. Déjà, des questions propres au RNCP, bien sûr, pour certains d'entre vous qui sont plus intéressés par le RNCP, donc les questions des cohortes, les questions des potentiels, concernant le RNCP, la durée de validité du titre, mais aussi les cas des renouvellements, là pour le coup que ça s'apparente au RS ou au RSCH ou RNCP, et la question des métiers émergents et du handicap. Donc, on va aborder toutes ces thématiques. On va vous afficher en fait les questions. Donc, ceux qui étaient avec Michel la semaine dernière, vous avez certaines de vos questions affichées. Donc, on affiche les questions et avec Michel, on vous partage notre expérience, nos expertises, et en espérant pouvoir répondre cette fois-ci très concrètement à vos demandes. Et bien sûr, vous avez le chat qui est ouvert. Donc, en parallèle, on ira zioter vos questions pour rajouter du contenu à nos propos. Voilà, je te laisse la main. Alors, oui, Michel ? voilà. Alors, la diapositive suivante, très bien. Alors, question relative au dépôt. Donc, peut-on déposer deux dossiers simultanément, un pour le RNCP et l'autre pour le RS pour une formation? Les réponses, c'est juridiquement, informatiquement, sur le plan informatique, il n'y a pas de problème. Sur le plan juridique, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça traduirait un défaut d'investissement lors du déposant. Lors d'une étude d'opportunité, c'est-à-dire qu'il faut quand même voir que vous faites un choix, c'est soit RS, soit RNCP, et les deux en même temps, ça peut paraître bizarre. C'est-à-dire que je peux déposer un RNCP, puis plus tard éclater mon RNCP en déposant des blocs de compétences, un bloc que je peux déposer au répertoire spécifique, ou inversement, avoir des compétences spécifiques au RS que je vais assembler pour faire un titre professionnel qu'il faut que j'ai le temps de construire, puisqu'il faut le temps d'avoir les deux cohortes de sortants. Voilà. La grande question. J'étais ce matin avec une cliente qui est dans cette problématique. Et on ne peut pas faire les deux en même temps, parce que pour le RNCP, il faut bien avoir ces cohortes de sortants. Donc, il faut le temps de les avoir et de savoir faire l'intégration, c'est-à-dire ce que sont devenus les gens sur le marché du travail, 6 mois au minimum après leur sortie, après avoir obtenu leur titre. Quand on parle en fait de l'opportunité, et c'est vrai que dans la note, votre objectif en fait, c'est de faire la lumière sur le besoin du marché. Est-ce que le marché de l'emploi, bien sûr, attend un nouveau métier ou une refonte du métier au global? Auquel cas, oui, c'est bien
un dossier RNCP qu'il faut déposer. Alors que si, en faisant cette étude de faisabilité et d'opportunité, si on se rend compte qu'en fait, c'est simplement le métier en soi, pour le moment, il fonctionne. Et vous, ce que vous proposez, c'est une compétence qui vient s'ajouter en fait à déjà un salarié, et bien effectivement, c'est plus au RS. On rappelle, un RS, c'est vraiment une certification de compétences. Le RNCP, c'est pour des certifications professionnelles, donc professionnelles, profession, métier. Le RS, c'est une certification de compétences, donc une compétence qui vient s'ajouter, c'est une brique en plus, une compétence de plus pour un travailleur. Et clin d'œil à Jacques pour le mot travailleur, il comprendra. Et donc le RS, je rappelle, c'est pour une brique de compétences complémentaires, ou alors c'est une brique, une compétence qu'on va retrouver dans plusieurs métiers, qui va pouvoir répondre en fait à une compétence complémentaire à plusieurs métiers, notamment les soft skills. Donc, effectivement, là, la réponse pour cette première question, peut-on déposer simultanément? La réponse serait oui dans les faits, dans l'absolu. Dans l'absolu, oui, mais relatif, absolu, relatif, rappel de philo, en relatif, c'est pas très bien vu parce que ça veut dire qu'elle n'aurait pas démontré ni le besoin de refonte ou de renouvellement d'un métier, ni le besoin d'une brique supplémentaire à un métier. Alors, on va faire tout de suite de l'interaction avec la salle. Vas-y. Il y a Stéphanie qui nous dit, d'après ce que j'ai compris la semaine dernière, il est conseillé de proposer des formations, des certifications certifiées maison, une certification qui existe déjà, sans qu'elle ne soit reconnue par l'État, pour les présenter à France Compétences, pour qu'elle soit reconnue par l'État. Mais on ne va pas voir l'État pour lui dire regardez ma certification comme elle est belle, alors qu'elle n'a pas commencé d'exister. Donc au RNCP, au répertoire national, c'est cadré parce que vous devez avoir au moins 2 cohortes de sortants et avoir fait l'analyse de ce que sont devenus ces lauréats qui ont obtenu le titre professionnel pour exercer ce métier. Que sont-ils devenus 6 mois après avoir obtenu leur titre et 2 ans? Alors bon, on commence par 6 mois, disons, mais il faut que j'ai au moins 2 cohortes. Alors si, comme ma cliente de ce matin, il faut que je lance d'abord c'est sur 1 an. Je fais une promotion d'1 an, et puis je fais une deuxième promotion d'1 an, et puis je vais pouvoir déposer quelque chose dans 2 ans et demi, c'est-à-dire 6 mois après la sortie de ma deuxième cohorte. Bon, alors c'est vrai qu'entre-temps, je peux déposer au répertoire spécifique 1 ou 2 blocs de compétences qui vont après constituer mon répertoire national. On est d'accord, Élodie? Mais bien évidemment, alors, au répertoire spécifique, ce n'est pas comme au répertoire national, ça n'est pas structuré comme ça. On ne vous dit pas, il faut avoir au minimum 2 cohortes et puis savoir ce que sont devenus les lauréats qui ont cette certification entre les mains, mais il faut quand même démontrer que on a formé des gens, qu'ils ont été recrutés, qu'on a des témoignages d'entreprises qui viennent nous dire oui, nous avons travaillé avec cet organisme de formation, nous avons formé tant de personnes, et voilà pourquoi cette formation qui devient certifiante avec une certification au bout nous intéresse, et puis quelques témoignages de personnes qui viennent nous dire, eh bien, depuis que j'ai fait ça, voilà ce que j'ai réussi à avoir pour améliorer mon employabilité grâce à cette formation et à cette certification. Si on n'a pas ça, je vous rappelle ce que Goulven a expliqué la semaine dernière, ce critère 0. Ce critère 0, c'est d'abord, vous devez commencer par convaincre l'instructeur ou l'instructrice qui prend votre dossier, que ce dossier, oui, il a vraiment de la valeur, il semble quand même avoir de la valeur. Et après, il va aller regarder de près, effectivement, cette valeur, l'opportunité. On a démontré que le marché du travail a besoin de ce métier ou de cette compétence, et que sur ce marché du travail qui a besoin de ça, notre certification a de la valeur parce qu'elle a déjà une existence. Elle a été éprouvée. Voilà. Tout à fait. Alors, on continue parce qu'on a beaucoup de questions. Donc, combien cela coûte de déposer un dossier au RNCP ou au RS, Élodie? Je dirais 0. Voilà, 0 €. Aucun frais.
Enfin, il n'y a pas de, enfin, vous ne payez pas de redevance à France Compétences. Hein. On n'achète pas sa certification. Voilà. C'est possible. Hein. Il n'y a pas un droit d'entrée. C'est pas un timbre fiscal à acheter. Je ne sais plus si ça existe d'ailleurs, les générations. Mais il n'y a pas de redevance, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de taxes. D'accord ? Si votre question était est-ce que le fait de déposer mon dossier sur la plateforme, je dois acquitter l'inscription à France Compétences ? Non. Bah non. Libre. Voilà, C'est ni domaine taxe, public. ni redevance, ni voilà. Hein. Il n'y a même pas de frais de garde. On pourrait vous dire vous avez des frais de garde de votre certification, ça vous coûte tant de temps. Non, rien. Non. Donc ça n'a pas de coût. Après, si la question c'était combien cela coûte de créer une certification, de passer du temps à faire une étude de faisabilité, d'aller chercher des données socio-économiques, de concevoir mon référentiel, d'être accompagné, d'avoir des conseils pour rédiger mon référentiel d'examen, de certification. Donc là, ça veut dire que potentiellement, vous n'avez pas la compétence en tant qu'ingénieur certification pour rédiger. Et là, effectivement, je pense que la question, c'était en gros combien ça coûte un accompagnement, je pense, par toi, Michel. Je pense que c'est plus une question pour des cabinets de conseil. Effectivement, si vous passez par un consultant indépendant, un cabinet de conseil pour vous accompagner, bah là, oui, forcément, ça a un coût. Mais ça, voilà, je laisse Michel répondre. Comme CFS+, hein, c'est vrai que si vous passez par CFS+, ou d'autres pour vous accompagner, ça n'est pas gratuit. Et en tout cas, chez CFS+, on refuse de considérer que ça peut être considéré comme une formation et que ça pourrait peut-être bien être pris en charge par un OPCO. L'accompagnement, la formation action pour la certification qualité Calliope, oui, mais là, on est vraiment dans le conseil. On est vraiment dans le conseil et dans la construction de la valeur, parce que ce qu'on fait quand on crée ça, on crée de la valeur. On donne de la valeur à vos formations, on donne de la valeur à votre certification et indirectement, on donne de la valeur à votre société. Voilà. Et donc ça, il n'y a pas de raison que cette création de valeur soit prise en charge par la collectivité, par des fonds publics ou mutualisés. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors bien évidemment, il y a une question qui nous est posée plus loin, c'est comment pouvons-nous faire prendre en charge les coûts justement de ça. Vous pouvez aller voir, je ne sais pas qui, la région, les OPCO, j'en sais rien, enfin, la Banque publique d'investissement, je ne sais pas. En tout cas, pas les OPCO, hein, et en tout cas, pas Pôle emploi, et en tout cas, ça ne sera pas pris en compte pour le CPF, hein, par exemple. En tout cas, pas chez CFS+. Voilà. Autre question. Alors, comment pouvez-vous rendre plus fluide l'instruction ? Donc ça, c'était une question pour Goulven, hein, et enfin pas pour Goulven personnellement, mais pour France Compétences. N'ont pas pu modifier notre dossier tout au long de 2021, alors que les critères ont évolué, effectivement, alors que le dépôt avait été fait en décembre 2020. Donc, effectivement, je pense que tous ceux qui sont avec nous cet après-midi ont subi cette situation. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la période d'instruction, donc Goulven a bien rappelé la semaine dernière, hein, il y a déjà la première phase de recevabilité, où là, on voit effectivement si votre dossier est recevable, France Compétences voit si votre dossier est recevable, on va dire administrativement, s'il y a toutes les pièces, etc. Et après, vous partez en instruction. Donc, effectivement, il appartient en fait à vous, en tant que candidat certificateur, de vous assurer que au jour où vous avez la flèche là, pour dire envoyer, transmettre à France Compétences, à ce jour-là, votre référentiel, les documents annexes transmis correspondent aux exigences réglementaires de cette époque. D'accord ? Il a bien rappelé qu'effectivement, en aucun cas, les critères changent. Les instructeurs regardent bien les dates à laquelle les dépôts ont été faits. Alors, aussi les nouvelles exigences. C'est pour ça que, c'est ce que tu voulais dire, je pense, Michel, c'est si effectivement, notamment la question du handicap,
parce que je sais que certains ont été soumis à ça, si au moment où votre dossier est instruit et avant son passage en commission, et si là, France Compétences venait à prendre de nouvelles exigences réglementaires, là, l'instructeur reviendrait vers vous pour justement vous dire qu'il faut modifier un de vos documents transmis. Donc, si les critères évoluent, il y a une période de transition qui est appliquée à votre dossier et effectivement, l'instructeur en tiendra compte, en tout cas. Voilà. Alors, ce qui est possible aussi de dire, c'est d'abord que l'instruction du dossier n'est pas une instruction contradictoire, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange avec l'instructeur, premier point. Deuxième point, quand on voit qu'il y a une nouvelle note de doctrine de France Compétences qui vient de sortir et qu'il n'y a pas très longtemps que notre dossier a été déposé, on peut revoir l'instructeur et lui demander de réouvrir notre dossier pour le remettre en édition. On recorrige un petit peu notre dossier avec ce qu'il faut intégrer de la nouvelle note de doctrine, on le refait passer et hop, c'est parti. Vous voyez, et je crois que là, on a une attention. Est-ce qu'ils sont bien attentifs à leur rôle de certificateur et est-ce qu'ils ont bien repéré qu'il y a des notes de doctrine qui évoluent, qui permettent… Bon, voilà, c'est un point positif. Voilà. Tout à fait. Alors, autre question, à qui et comment peut-on poser des questions justement avant de déposer votre dossier quand nous sommes dans la phase d'élaboration? Donc, effectivement, il n'y a pas d'interactivité, d'interaction avec France Compétences. Un candidat certificateur ne peut pas décrocher son téléphone et appeler France Compétences pour parler librement, voilà. Parce que le rôle, en fait, de France Compétences n'est pas un rôle de conseil, d'accord ? C'est pas son rôle, c'est pas dans ses statuts. Donc, déjà, il faut que vous consultiez Enfin, je fais la question-réponse, Michel. Oui, c'est très bien. Je pose la question, je fais la réponse. Et en fait, il faut que vous, déjà, que vous vous renseigniez, que vous réalisiez votre veille légale et réglementaire, indicateur 23 Qualiopi, pour ceux qui sont organismes de formation. Et donc, ça veut dire, oui, faire de la veille sur le site de France Compétences, qui publie régulièrement des notes, des documents, des notices. C'est à votre attention, en fait, que c'est fait. Alors, vous allez me dire, oui, mais le jargon, il est compliqué. Certes, on prend plus de temps pour lire le document. On discute, d'accord, avec… voilà, vous pouvez tout à fait trouver sur les réseaux aujourd'hui des groupes de discussion, notamment voilà, sur LinkedIn. Plusieurs squads sont disponibles pour échanger avec vous. Donc, conseils. Un deuxième conseil, je rappelle, le premier, c'est vraiment aller sur le site de France Compétences, fouiller le site, aller lire les notices, aller lire la base documentaire, renseignez-vous et ensuite, effectivement, rapprochez-vous de groupes d'experts professionnels. Il y a une FAQ aussi sur le site de France Compétences où justement, dans la foire aux questions, des questions anodines parfois sont posées, mais France Compétences y répond, formule des réponses. Il y a un chatbot également, qui est disponible. Donc, il y a plusieurs moyens. Vous allez me dire, oui, mais quand même. Oui, oui. Pour le moment, il y a cela. Donc, on utilise cela et surtout, faites de la veille. Enfin, vous savez, l'indicateur 23 de Qualiopi, il n'est pas pondu comme ça par hasard de la DGEFP. C'est tenez-vous au courant. Ne vivez pas dans votre microcosme, d'accord ? Il faut vraiment s'ouvrir à votre environnement socio-économique. Et d'ailleurs, cette ouverture ne sera pas positive puisque vous serez dans la bonne posture pour faire votre étude d'opportunité. C'est pareil, on revient sur la note d'opportunité. Il n'est pas question dans la note d'opportunité de dire ce qu'on fait, on le fait depuis 15 ans, c'est merveilleux, ça fonctionne. Soit parfait, tant mieux, et vous êtes là, c'est très bien. Mais une note d'opportunité, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre environnement, dans votre métier, dans votre secteur d'activité. Eh bien, c'est cette ouverture que je voulais pointer avec précision
normalement quand on pointe c'est avec précision, donc voilà, je le précise, mais surtout allez sur le site de France Compétences, renseignez-vous, faites de la veille et rapprochez-vous de groupes d'experts pour justement parler, formuler vos questions. Alors, sur le site de France Compétences, on retrouve toutes les notes, notices, Voilà. etc., dans la partie base documentaire. Voilà. Puis abonnez-vous à la lettre de France Compétences également. Aussi, Voilà. bah oui, Alors, régulièrement, on publie. voilà. Donc, on passe à la question suivante, parce qu'on en a beaucoup à traiter, et puis on nous en pose encore dans le chat. Voilà, il n'est pas possible que la compétence soit complémentaire étant transversale, type soft skills. Bien sûr que si, mais ça dépend de la façon dont on présente les choses, j'ai envie de dire. On ne peut pas répondre comme ça, dire vous devez identifier une compétence particulière, montrer que cette compétence particulière, le marché du travail en a besoin et justifier que le marché du travail a besoin de cette compétence transversale soft skills, avec des études, des chiffres, des données officielles. Et puis, quand vous avez démontré ça, démontrer que votre certification a de la valeur sur ce marché du travail. Moi, je pense à des cas que nous connaissons et qui sont passés sans problème à France Compétences, mais on voyait bien que ces compétences particulières s'appliquaient, par exemple, pour des travailleurs sociaux qui avaient besoin de ces. Donc, j'ai déjà bien identifié les destinataires de ma certification. Qui sont les destinataires de ma certification? Des travailleurs sociaux, des gens dans le secteur médico-social, etc. Bon, j'ai défini les destinataires de ma certification, donc j'ai déjà identifié une partie du marché du travail. Et puis, j'ai une partie du marché du travail qui dit, nous, ça nous intéresse pour recruter des travailleurs sociaux pour telle et telle raison, etc. Et voilà un cas où des soft skills, pourquoi pas, peuvent être intéressants. Je me trompe, Élodie? Pas du tout. Voilà, il faut essayer de donner des exemples. Donc, c'est pas les soft skills comme ça. Maintenant, si c'est des soft skills où celui qui est visé par la certification, c'est l'utilisateur final de la soft skills par le travail du professionnel qui, lui, maîtrise ces soft skills. C'est pas lui le destinataire, le professionnel de la certification. Eh ben, le dossier est renvoyé. Vous voyez, il y a une erreur de destinataire. Voilà, par exemple. Okay, parce que là, je vous donne des exemples de trucs qui ne vont pas dans certains dossiers. Voilà. Alors, sur la notion de handicap, c'est très compliqué, la notion de handicap, et en même temps, les réponses à apporter sont des réponses relativement simples. C'est-à-dire que d'abord, s'assurer que si l'organisme de formation avait une personne en handicap et qu'elle a adapter sa formation à une personne en situation de handicap, faut que l'organisme certificateur, lui aussi, adapte son moyen d'examen à la façon dont la personne a été formée. Après, sur les compétences particulières, il faut qu'on porte une attention particulière au dire que attention, il peut y avoir dans la façon de travailler les compétences que le professionnel apporte bien ce qu'il faut pour aussi vérifier, par exemple, les règles. Là, j'étais tout à l'heure avec un dossier dans le bâtiment et on a intégré ça, dire bon, la personne qui fait ce travail-là, il faut aussi qu'elle s'assure des règles qui sont adaptables aux établissements recevant du public et aux conditions du handicap. Bon, voilà, on a répondu comment j'ai pris en compte dans cette certification la question liée au handicap. Ça dépend de toutes les situations, donc on ne peut pas répondre comme ça. Voilà. On revient sur le terme DU. Alors, donc, est-il possible de conserver effectivement l'appellation DU voilà, dans l'exemple DUMI, musicien intervenant, donc cet intitulé est largement reconnu dans la profession. Il semble difficile à donc là, tout dépend de savoir est-ce que c'est un RNCP qui est ou est-ce que vous voulez utiliser le mot, enfin l'abréviation DU pour un RS? Parce qu'un DU, donc c'est un diplôme universitaire. Qui dit diplôme universitaire rattaché à une université, université dit enseignement supérieur, ministère de l'enseignement supérieur. Donc, vas-y Michel. Non, vas-y, continue. Non, mais c'est
là, il y a risque il y a risque justement à ce que ça soit, enfin qu'on vous demande des comptes, à savoir est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes le bras, voilà, le bras créé pour le déploiement de la formation. Absolument. Mais du ministère. Donc, si vous n'êtes ni un ministère, ni un organisme habilité par le ministère je pense que ça peut être compliqué. Voilà. Considérer que le DU, le diplôme universitaire de l'université est organisme certificateur. Bah oui. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un me dire oh, il y a des millions d'euros à gagner parce que j'ai vu que dans le code de l'éducation, on peut créer une école privée et puis envoyer des gens passer leur CAP, leur BAP, leur BEP, tout ce qu'on veut en candidat libre. Bon, ça c'est le code de l'éducation. Mais le code du travail, lui, et puis France Compétences dit moi, éducation nationale, c'est moi qui suis le propriétaire d'un diplôme qui s'appelle CAP ou BEP. Vous pouvez demander à préparer le CAP ou le BEP, mais vous contactez le rectorat, vous devez être organisme de formation, vous devez être Calliope, et moi, je dois vous avoir reconnu comme organisme de formation préparant le CAP. Et si vous ne faites pas ça, vous avez beau m'envoyer des candidats libres, vous ne respectez pas le code du travail, même si vous respectez le code de l'éducation. Donc, il faut faire attention aux gens qui racontent n'importe quoi sur le marché. Alors lui, c'était particulièrement gratiné comme explication. Vous voyez ? Parce que moi, je fais le CPF, je vais dire que je prépare le CAP, et puis les gens vont passer le CAP en candidat libre, et puis comme c'est inscrit au RNCP, c'est éligible au CPF. Mon œil. Bon, voilà. Alors, pour dire que le diplôme universitaire de musicien intervenant, il faut voir le certificateur qui est l'université, et puis vous pouvez l'appeler, peut-être qui va vous donner l'autorisation d'être partenaire préparant ce DU, pourquoi pas. Et ça, c'est un autre sujet. En tout cas, vous ne pouvez pas, vous, appeler votre certification DU, diplôme universitaire. Alors peut-être en revanche, est-ce qu'il y a des passerelles, est-ce qu'il y a des équivalences? Là, vous allez discuter avec l'université pour peut-être que l'université vous accorde une passerelle ou une équivalence. Bon, voilà. Là, on rentre dans des questions très techniques. Au sujet suivant. Alors, donc, pourquoi ça marche pas? Ah, il faut revenir trop en vite. arrière, c'est passé trop Pardon. vite. Voilà. Alors, donc, question concernant les parcours de formation conduisant vers les diplômes de l'éducation nationale. En gros, on vient de faire 2 en 1. On a fait un strike, Michel. C'est ça. Voilà. Donc, en plus, tiens, c'est précurseur de ce qui a été publié par la Caisse des dépôts. Enfin, c'est Centre Info qui a relayé l'info lundi, justement sur l'habilitation des organismes à former. Donc, effectivement, certains ont dû voir, vous êtes nombreux à avoir subi peut-être aussi le déréférencement sur la caisse, sur EDOF. Sur mon compte formation. Donc, effectivement, les partenaires, être habilités à former, oui, il faut demander l'habilitation à former. Vous ne pouvez pas utiliser le code RNCP ou RS comme ça sans avoir signé le moindre partenariat avec le certificateur. Quid de la propriété dont on parlait la semaine dernière avec certains d'entre vous. Donc oui, il faut demander une habilitation. Alors, pour l'aspect candidat libre, les gens ont le droit de s'inscrire s'ils le souhaitent, candidat libre. Ce n'est pas le sujet. Ce qu'on dit, c'est que si vous formez effectivement sur des diplômes de l'éducation nationale, alors attention, sur certains diplômes de l'éducation nationale et sur certains diplômes de l'enseignement supérieur, c'est accordé, mais il faut vraiment que ce soit vous qui engagiez, qui accompagnez le stagiaire dans cette inscription au SIEC, au service interacadémique, des examens, à la maison des examens, vous devez les inscrire en fait aux épreuves nationales. C'est une obligation. Sinon, vous n'êtes pas, vous ne rentrez pas dans le parcours de formation certifiant. N'oubliez pas ces 3 mots, parcours de formation certifiant. Certifiant, il a son importance, ok. Donc voilà. Pour compléter ce que vous dit Élodie, c'est que moi, si je suis la Caisse des dépôts, je vois un organisme de formation, puis la Caisse des dépôts, comme tous les financeurs,
depuis le 1er janvier 2022, peut faire des contrôles de la qualité des formations qui ont été financées. Je vous signale, il y a un article du Code du travail qui est l'article L6316-3. Depuis le 1er janvier 2022, il y a une phrase qui a été rajoutée. Les financeurs procèdent à des contrôles de la qualité des formations financées. Bien. Donc moi, Caisse des dépôts, qu'est-ce que j'ai financé avec le CPF? J'ai financé, comme le vient de le dire Élodie, une formation certifiante. C'est-à-dire qu'au bout de ma formation, les gens doivent aller passer un examen de certification. Alors, les organismes de formation qui vous disent « Oh, ben moi, ils ont payé, j'ai eu le fric dans le CPF, moi, ils vont passer l'examen ou pas, c'est pas mon affaire. » Eh ben, la Caisse des dépôts, moi, je peux vous dire qu'elle peut très bien faire des contrôles en disant « Alors, vous avez vérifié qu'ils sont allés passer les examens et puis vous avez le taux de retour des résultats que vous avez obtenus, combien vous en avez formé, combien ont eu l'examen. Ah bon, vous suivez pas, vous dites ils vont passer l'examen ou pas, c'est pas mon business, c'est pas mon affaire. Alors, ce n'est plus une formation certifiante. C'est une formation plaisir. C'est une formation. Voilà. Voilà. Et ben donc la Caisse des dépôts n'a pas à financer des formations qui ne débouchent pas sur une certification. Ce qui est financé, c'est plus l'obtention d'une certification que la formation elle-même en réalité. Ça va ? Alors, ensuite, dans le cadre d'un titre, délivré par un ministère, un OF peut-il être habilité à former seulement? Oui. Pas de souci. Si oui, quelle est sa démarche? Eh ben, il faut vous rapprocher justement du ministère en question. Voilà. Ça dépend, hein, ça dépend de certains titres, c'est pareil. Alors, tous les diplômes qui sont de droit public, tomber dans le domaine public, vous pouvez. Donc en fait, tout dépend du titre. Mais oui, vous pouvez tout à fait solliciter le ministère pour ça. Notamment, il y a certains BTS, je pense, excuse-moi, je suis bavarde. Il y a certains BTS où tu peux pas justement t'inscrire. Tu peux pas comme ça. On ne peut pas, former sur certains BTS, mais d'autres oui. Donc, il faut se rapprocher du représentant du ministère dans votre région. Le représentant du ministère dans votre région s'appelle le rectorat. Le représentant du ministère de l'Éducation, c'est le rectorat. Le représentant du ministère du Travail s'appelait autrefois la Directe, s'appelle maintenant la DRETS, sauf en Île-de-France où c'est la Driette. Bon, je sais pourquoi maintenant. Mais bon, voilà, donc c'est le représentant du ministère du Travail. Donc c'est d'abord la DRETS qui va vous renseigner là-dessus. Et c'est la DRETS qui peut vous autoriser à former pour préparer des diplômes d'État. Voilà. Puis après, c'est le ministère de la Santé. Si vous voulez préparer un diplôme d'État d'infirmier et infirmière, eh bien, là, vous vous adressez à l'Agence régionale de santé, etc. etc. Voilà. Pour une nouvelle formation inscrite… Juste une seconde, je coupe la parole, Élodie, parce que comment la question est-elle formulée? Dans le cadre d'un titre, un OS peut-il être habilité à former seulement et non pas à organiser? Ça ne s'applique pas seulement au ministère. C'est-à-dire, oui, tu as raison. Bah oui, c'est-à-dire que l'organisme certificateur peut vous désigner comme co-certificateur. À ce moment-là, vous êtes propriétaire en vous êtes co-certificateur, donc vous avez le même niveau et donc vous êtes habilités tous les deux à faire la certification. Maintenant, l'organisme certificateur peut désigner un organisme de formation et dire il est seulement habilité à former et il n'est pas habilité à faire passer l'examen. L'examen, c'est moi qui le fais passer, par exemple. Hein. Et puis, au final, quand même, celui qui certifie, c'est quand même le certificateur ou le co-certificateur. Hein. C'est-à-dire le jury d'examen, c'est bien le certificateur qui le met en place et pas l'organisme de formation. Tout à fait. Alors, pour une nouvelle formation inscrite, est-ce que la certification est rétroactive pour les 2 ou 3 sessions qui ont été organisées en amont de la certification? Alors, donc uniquement pour ça ne concerne que le NCP, cette question-là.
ça ne concerne pas le RS. En fait, ce sont les cohortes que vous aurez précisées dans la fiche 7, hein, le suivi du parcours des certifiés, qui auront le bénéfice de la certification professionnelle. Ça veut dire que sur l'ensemble de vos sessions précédentes, vous ne pourrez remettre le parchemin qu'aux bénéficiaires, qu'aux stagiaires qui auront été suivis par vous pour l'insertion professionnelle. Donc, dans la fiche 7, hein, c'est le tableau, vous savez, avec les plusieurs lignes. On met les initiales, voilà, des certifiés. Et donc, ces personnes qui apparaissent ici et qui donc apparaissent au PV que vous transmettez à France Compétences pour prouver que c'est bien eux qui ont été certifiés, eh bien, c'est eux qui se verront remettre effectivement votre parchemin. Mais par contre, ceux qui n'auraient pas été utilisés pour le RNCP ne pourront pas se voir remettre le parchemin, sauf cas un petit peu détourné. On se permet entre nous, si vous leur faites passer un grand oral de validation des acquis. Voilà. Oui, j'ai envie de dire, ça dépend de la durée, effectivement. Voilà, parce que si vous avez des sortants qui ont le parchemin depuis 6 mois, 1 an, et que ça y est, il vient d'être reconnu par l'État, vous pouvez leur renvoyer un document. Ils ont passé le même examen avec le même jury. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas, si c'est un certificat qui a été donné il y a 10 ans et qu'il y a 10 ans, moi j'ai une école là, ils ont des trucs, ça fait un moment qu'ils ont des diplômes de niveau assez élevé, hein, une école supérieure. Bon, et puis ils veulent les mettre maintenant au RNCP. On va pas s'occuper des cohortes d'il y a 8 ans, on s'occupe des dernières qui viennent de sortir. Alors bon. Les derniers qui viennent de sortir, ils ont un parchemin dans lequel il n'y a pas reconnu par l'État. Donc, ce n'est pas reconnu par l'État, c'est enregistré au RNCP, mais ça revient au même. On peut leur renvoyer un nouveau parchemin dans lequel il va y avoir le logo de France Compétences. Ceux-là, c'est recevable, vous voyez, mais on ne peut pas jouer avec ça sur des cohortes très anciennes qui n'ont pas subi le même examen. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ça ne peut concerner que le RNCP, ça ne concerne pas le RS. Oui. Ce n'est pas autorisé par le code, ce n'est pas inscrit dans le code du travail. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de cohorte pour le RS. Alors, les données d'insertion, justement, à fournir à 3 mois, à 6 mois. Alors, d'abord, les données d'insertion au répertoire spécifique, elles n'existent pas. Stricto sensu, hein, elles n'existent pas. Maintenant, il y a quand même un rapprochement constaté de plus en plus que dans la façon de traiter les dossiers au répertoire spécifique, France Compétences a tendance à se rapprocher pour cette question-là des exigences du répertoire national. Mais il n'y a pas on ne vous dit pas il faut avoir au moins 2 cohortes de sortants à 6 mois et à 2 ans, mais il faut quand même démontrer la valeur d'usage. Donc, il y a des gens qui ont été formés, il y a des gens qui ont été… Voilà. Et si on dit… si on n'est pas capable d'apporter le fait que ça a vraiment une utilité, que notre certification elle est utilisée par un certain nombre de personnes et que c'est pertinent. Quelquefois, il va y avoir des discussions avec France Compétences sur un dossier dont je ne parlerai pas, mais où c'est une formation qui est destinée à des gens sur un secteur très, très, très restreint dans la métallurgie, pour des gens qui préparent des trucs sur des chantiers genre nucléaires. Et il y a très peu de gens qui se forment à ça. Alors, je ne vais pas inventer un marché du travail qui n'existe pas non plus. Donc, voilà. Donc, il faut, comment dire… Quand on n'a pas énormément de personnes qui sont concernées, on peut expliquer pourquoi. Il faut contextualiser. Je suis sur un marché qui est extrêmement concentré parce que c'est des compétences extrêmement précises pour des choses très, très, très spécialisées dans la pharmacie, dans je ne sais pas quoi. Ça, c'est tout à fait recevable pour France Compétences, mais je crois en tout cas, mais il faut l'expliquer. Je crois que Goulven nous l'a dit, hein, d'ailleurs. Oui, vous n'en avez pas beaucoup, mais expliquez pourquoi il n'y en a pas beaucoup. Et il y a souvent des raisons objectives. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, 3 mois, 6 mois, ça c'est pour le RNCP. Le RS, il n'y a pas de règle. Pour le RNCP, ce n'est pas 3 mois, c'est 6 mois. Et comme on appelle ça, c'est l'étude… Et actuellement
Hein? L'analyse de l'insertion des certifiés. Voilà, l'analyse L'analyse de de l'insertion. l'insertion. Voilà, c'est l'insertion. Donc, prouver que les personnes, les lauréats qui ont obtenu votre titre, le diplôme reconnu par l'État maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'ils sont devenus après 6 mois? Est-ce qu'ils sont en emploi? C'est Premier ça. point. Deuxième point, est-ce qu'ils Dans le sont métier bien, visé, surtout. et est-ce Attention. qu'ils Hein. sont bien dans un Voilà. emploi en relation avec le métier visé? On vous rappelle, hein, pour que la donnée d'insertion soit suffisante pour faire une étude et surtout satisfaisante pour France Compétences, eh bien, il faut que vous ayez un minimum de 70% de répondants à votre enquête, votre étude d'insertion. Et sur ces 70, il faut que 70% des répondants soient insérés dans le métier visé. Donc, en fait, pourquoi on vous dit ça? C'est parce que ça ne sert à rien. Alors, écoutez bien, hein, ça ne sert à rien de déposer un projet de certification au RNCP si vous n'avez pas 70% de répondants à votre enquête, d'accord? Sur 100 certifiés, il faut que vous ayez 70 réponses, d'accord? Donc 70 répondants. Et sur ces 70 répondants, il faut que 70% d'entre eux soient dans le métier visé, c'est-à-dire réalisent les activités professionnelles que vous avez définies à votre référentiel de certification. Donc, s'il vous plaît, ne déposez pas de RNCP si vous n'avez pas ça. Pourquoi je vous dis ça? Et peut-être certains râlent, et j'entends, mais premièrement, pensez au nombre de dossiers que France Compétences a à traiter. Donc, dites-vous aussi que le pourcentage de refus, je suis sur le RNCP bien sûr, mais vient aussi de là, d'accord? Ça veut dire que la donnée d'insertion professionnelle, elle n'est pas satisfaisante, donc au revoir. Donc déjà, pensez aux autres hein, qui attendent leur tour. Donc déjà, voilà, ça fera moins de dossiers à traiter par France Compétences. Et là, je vous parle à vous pour votre intérêt à vous. Eh bien, ça vous permettra de ne pas vous faire un sang d'encre pendant 6 mois. D'accord? Parce que dire j'attends la réponse, non, on l'a déjà la réponse. Véritablement. C'est pas je ne travaille pas chez France Compétences, je n'ai pas d'intérêt lié avec le ministère du Travail, mais la réalité, elle est là. Ça ne sert à rien de déposer un RNCP si sur vos certifiés, vous n'avez pas 70% de personnes qui répondent. Comme vous allez dire, mais comment France Compétences peut le savoir? Puisque vous allez transmettre les PV de jury, forcément, ils vont compter. Hein. L'instructeur va regarder les PV et va compter le nombre de certifiés que vous avez effectivement fait passer en 2019-2020. Donc, ils vont compter, ils vont voir si dans ce que vous fournissez, vous avez bien 70% de répondants. Et donc, j'insiste, sur ces 70% de répondants, il faut que vous ayez 70%. Alors, 68, ça passe, hein, d'accord? On n'est pas à 2 près, d'accord? Mais il faut que vous ayez 70% de personnes insérées dans le métier. Donc, si votre intitulé métier du RNCP que vous voulez, c'est, je ne sais pas, maîtreur, voilà, eh bien, il faut que le répondant confirme qu'il est bien maîtreur, d'accord? Et pas assistant chef de chantier, non. Assistant chef de chantier, c'est pas un maîtreur, ok? Donc, c'est ça, quand on dit insérer dans le métier, c'est ça. Donc, j'ai été très longue, pardon, mais voilà, c'était vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui, parce que moi, dans mon activité professionnelle ailleurs, voilà, je suis malheureusement contrainte de refuser des dossiers et les personnes ne comprennent pas. Oui, mais il faut refuser. On fait une étude d'opportunité. Avant même la note d'opportunité, il faut faire une étude de faisabilité. Eh bien, c'est cette première étude de faisabilité qui l'emporte. On ne démarre aucun travaux tant que ces données ne sont pas satisfaisantes. C'est ce que nous faisons à présent chez CFS+. C'est vrai que ce n'est pas la peine de perdre son temps à déposer un dossier dont on sait pertinemment qu'il va être rejeté parce qu'il n'est pas mûr, parce qu'il n'y a pas de consistance, il n'y a pas réellement existence d'une certification. Il vaut mieux prendre quelques mois de plus
bien travailler son existence, ses cohortes pour le RNCP et puis quand même son activité globale pour le RS avant de déposer un dossier. Sinon, on perd un temps fou. Comme dit Elodie, on se met la rate au courbouillon pour des choses dont on sait très bien que, excusez-moi l'expression, mais on sait très bien que de toute façon, ça ne passera pas. Et puis, voilà, alors les accompagnateurs, bon, enfin, on va pas parler des accompagnateurs, mais voilà, enfin, il faut qu'on fasse cette étude de faisabilité. Et en revanche, on peut vous accompagner pour cette phase de préparation, bien sûr, parce que il faut faire une ingénierie de certification comme vous avez fait une ingénierie de formation. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Les deux sont liés, mais ça commence, et on l'a dit dans le webinaire que nous avons fait avec Elodie pour Centre Info, hein, ça commence à l'indicateur 5 de Calliope. Commencez par définir des objectifs opérationnels et évaluables de votre formation. Et là, vous avez le début de l'indicateur 11 d'une façon d'évaluer avec un examen et un jury d'examen. Voilà. Et ce qu'on dépose chez France Compétences, c'est ça, c'est ces objectifs opérationnels et évaluables qu'on évalue avec un examen et un jury d'examen. Et ce qu'on dépose, c'est l'examen, c'est pas la certification, c'est pas la formation, je veux dire. Hein. Ce qu'on dépose, c'est justement le processus de certification. Comment les gens ont appris, c'est un autre sujet. Voilà. J'aime bien prendre, j'ai découvert le diplôme d'État d'infirmier, aller voir comment c'est structuré, mais c'est exactement structuré comme ça. Infirmier, c'est 10 compétences, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, mais il faut 3 ans pour les apprendre, ces 10 compétences, vous voyez. L'examen, il dit, eh ben, voilà sur quoi les 10 compétences sur lesquelles vont porter l'examen. Alors, il y a des tas de choses qui ont été vues pendant les 3 ans qui ne vont pas être vues le jour de l'examen, c'est sûr. Hein, mais voilà. OK. Alors, qui nous finance cette ingénierie d'enquête et d'études dont vous a répondu déjà tout à l'heure, hein, bon, là, on ne peut pas vous répondre. Voilà. Passez commande à Michel, il vous Oui, dira. non, mais vous pouvez passer commander, nous, on ne financera pas. Je veux dire, vous pouvez financer. Voilà. Qui finance ma création de valeur? Ah oui. Voilà, qui finance la création de valeur de votre. Voilà, c'est votre banque, c'est votre banquier, c'est quand vous créez une société il faut déposer le capital. Voilà, vous ne dites pas qui finance le dépôt de mon capital. Bon. Voilà. Peut-on noter des prérequis d'exclusion? Exemple, si vous n'avez plus de permis de conduire, cette spécialisation n'est plus valide. En fait, il ne faut pas confondre la validité de la certification, qui, elle, la certification est valable à vie, d'accord? Alors, sauf cas répertoire spécifique, vous pouvez mettre une durée, parce qu'il y a certaines compétences au répertoire spécifique qui, effectivement, telles les habilitation électrique, tout ça, enfin voilà, il y a des durées de validité, donc effectivement, la certification, elle ne peut pas être valable, certaines ne peuvent pas être valables à vie. Mais quoi qu'il en soit, une certification reste valide à vie, d'accord? Par contre, c'est l'exercice du métier qui, lui, peut être réglementé. Donc, pas parce que vous avez plus le permis de conduire que votre certification n'est plus valide, en fait. Donc, c'est pour se présenter. Si vous avez besoin du permis de conduire pour passer la modalité d'évaluation, bah oui, là, c'est ballot, effectivement. Bah non, pour le coup, oui, vous ne pourrez pas être certifié. Parce que la modalité d'évaluation, vous êtes dans un parcours qui dit que bah, voilà, vous devez conduire, être à bord d'un véhicule. Forcément. Mais si la modalité d'évaluation n'entend pas l'usage d'une automobile, bah, il n'y a pas de sujet, en fait. D'accord? Et effectivement, alors je reviens sur le mot de prérequis. Au sens de France Compétences, prérequis, c'est le prérequis pour passer la certification, pour passer les d'évaluation. Ce ne sont pas les prérequis à l'entrée en formation. D'accord? Donc, ne mettez pas dans les prérequis avoir 18 ans, avoir payé l'ensemble des frais d'inscription
voilà, être de nationalité française, enfin, ne mettez pas ça. Ça vous concerne vous, c'est vos critères de sélection de stagiaires. Donc ça, effectivement, c'est Calliope, etc. Très bien. Mais pour France Compétences, des prérequis, c'est au passage de l'assertif, comme un candidat libre en fait, comme ceux qui ont passé le pour le BTS en candidat libre, Oui. eh bien, vous avez fait des démarches et on vous a demandé est-ce que vous avez déjà ce diplôme-là? Ben voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez bien cette habilitation-là? Oui, ok, c'est tout. D'accord? Prérequis pour la modalité d'évaluation. C'est un prérequis relatif au métier ou à la compétence déposée. Voilà. On passe à la question suivante. J'arrive pas à faire tourner mon. C'est moi qui ai la main. Eh ben, garde la main, c'est très bien. Appuyer sur le bouton. Alors, oui, parce qu'on a encore pas mal de questions. Oui, oui, Alors, dans le chat, alors, je reviens rapidement sur la question des cohortes. Si vous avez formé des personnes pour un partenaire, organisme certificateur, et puis les gens que vous avez formés ont la certification de ce partenaire certificateur, vous n'êtes pas propriétaire des cohortes. Bien. Donc, vous ne pouvez pas revendiquer ces cohortes comme étant les vôtres pour déposer soit au RS, soit au RNCP. Hein, c'est pareil pour les deux. Bon, en disant, c'est à moi, je les ai formés, ils ont obtenu la certification. Vous risquez gros avec le certificateur d'une part, et puis d'autre part, il y a une seule possibilité, c'est que vous ayez un courrier du certificateur vous disant voilà. je reconnais que ces cohortes, eh bien, j'en fais cadeau, je les offre. On a pu négocier, je les ai vendus, peu importe, c'est de l'ordre du privé, mais la société Intel peut se revendiquer de ces cohortes de sortants comme étant les siennes. Et dans ce cas-là, Goulven l'a expliqué la semaine dernière, il ne faut pas que le certificateur revienne avec ses cohortes une deuxième fois derrière. Que France Compétences va le voir. Donc, on avait déjà répondu à ça la semaine dernière. Voilà. Alors. Comment peut-on transmettre ces infos en respectant le RGPD? Donc là, il faut que vous vous en remettiez à la note publiée par France Compétences, comme disait Michel, dans la base documentaire. Il y a une note qui précise justement l'utilisation de ces données dans le cadre du RGPD sur la partie promotion. Donc là, on vous renvoie effectivement, non pas qu'on ne veuille pas vous répondre, parce qu'en fait, la réponse est clairement dessus. Et puis, comme je disais tout à l'heure, à vous de faire votre veille. Voilà, ça vous donnera l'occasion d'aller sur le site de France Compétences et d'aller regarder tout partout. Il est parfois difficile d'avoir connaissance des salaires. Peut-on proposer des tranches? Bien sûr, bien entendu. Alors, une tranche pas trop large, hein. Par exemple, entre 25 et 30 000 euros, entre 10 et 15 000, voilà, des tranches de 5 000 euros de rémunération. Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser la notion de tranche, mais pas trop large. D'accord? Et du brut, hein, pas du net. Et pour les entrepreneurs, c'est le chiffre d'affaires. Hein, d'accord? Parce que bien sûr, j'ai vu passer une question tout à l'heure. Je parle de ok, mais dans mon esprit, c'est effectivement les entrepreneurs aussi, hein, bien sûr. Les indépendants, les auto-entrepreneurs. D'accord, je peux être en situation de travail en étant effectivement auto-entrepreneur, profession libérale, enfin indépendant et non pas salarié. D'accord. Alors, cette notion de salaire, elle est liée quand même surtout au répertoire national, à la notion des niveaux. Alors, dans le support que vous avez pu télécharger, que vous pouvez déjà avoir entre les mains, si vous regardez à la fin du support, on a mis une slide, une diapo que nous avait donnée Goulven la semaine dernière, avec justement les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, et puis les niveaux de rémunération. Donc, il faut, si j'ai un titre niveau 4, les personnes qui ont entre les mains ce titre niveau 4 avec un parchemin aient un niveau de rémunération du niveau 4. Si c'est trop en dessous, ça veut dire que ce n'est pas du niveau 4. Si c'est trop au-dessus, ça veut dire que c'est peut-être sous-évalué. Voilà, donc il faut qu'on ait une idée. Donc, c'est pas. Alors, c'est vrai que les gens, parce qu'on est dans un pays où les gens ont toujours
beaucoup de réticence à dire combien ils gagnent. Hein, ça, c'est un truc un peu spécifique chez nous. Bon, mais il ne s'agit pas de leur demander combien ils gagnent, mais un niveau à peu près approximatif pour vérifier que c'est dans les clous par rapport au niveau de rémunération du niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du cadre européen des certifications professionnelles. Alors, je viens juste de voir une question, là, pour y répondre tout de suite, effectivement. S'il n'y a pas de données de salaire, malheureusement, il sera neutralisé. La donnée sera neutralisée par France Compétences. Donc, si vous remplissez cette fameuse fiche 7, alors où est-ce qu'on a la fiche? J'ai vu tout à l'heure la question. Où est-ce que vous pouvez télécharger, où est-ce que vous pouvez avoir accès au dossier? C'est effectivement en vous inscrivant sur CertifPro, donc certification professionnelle, hein, le site de la plateforme de France Compétences pour déposer un projet RNCP-RS. Au RNCP, vous avez directement accès au dossier à télécharger. Donc, dossier téléchargeable. Voilà, donc ce dossier qui comporte plusieurs fiches, 9, et donc c'est la fiche 7, insertion professionnelle, et toutes les lignes du tableau doivent obligatoirement être remplies. Pareil, ça ne sert à rien de donner 4 pages, 5 pages, 6 pages de cohorte avec des lignes où il n'y a rien. Ça ne sert à rien, en fait. S'il n'y a pas de données, on ne la remplit pas. Donc, malheureusement, vous n'atteindrez pas vos 70%. D'accord? Donc, oui, s'il n'y a pas de salaire, ça ne sera pas pris en compte. Alors, j'ai mis dans le chat l'adresse que tu viens de dire. CertifPro, voilà. CertifPro.France Compétences. Donc, vous cliquez sur ce lien, et c'est là où vous allez trouver effectivement tout ce qu'il vous faut là. Hein, voilà. OK. Alors, quand la promotion n'est pas encore officiellement certifiante, vous pouvez toujours moi, je peux très bien délivrer un certificat CFS+, à des stagiaires qui viennent chez CFS+, demain, en disant diplôme CFS+, de je ne sais pas quoi, de barista, si je fais une formation barista, de je ne sais pas quoi, mais c'est le certificat de CFS+. Pourquoi pas, vous en avez des tas sur le marché. Simplement, ce certificat CFS+, il n'est pas reconnu par l'État. Voilà. Mais il existe. Hein. Donc, parce qu'effectivement, ça va au-delà de simplement délivrer une attestation de fin de formation, dont je vous rappelle que l'attestation de fin de formation a disparu de la loi du 5 septembre 2018. L'attestation de fin de formation n'est plus un document obligatoire. Hein. Et surtout, alors ça ne veut pas dire que c'est interdit de faire des attestations de fin de formation, mais surtout, vous arrêtez de préciser dans l'attestation de fin de formation si les gens ont bien appris ou pas. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles on a supprimé l'obligation d'attestation de fin de formation avec le niveau acquis. C'est parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de licenciements abusifs sur cette base. Bon. Maintenant, vous avez une obligation, c'est certificat de réalisation. Mais ça prouve que les gens étaient en formation. Ça ne prouve pas qu'ils ont réussi leur formation. Donc, on peut faire un examen et puis dire, au bout de cet examen, vous avez vraiment réussi. Donc, voilà un bout de papier qui atteste que vous avez réussi. Je peux l'appeler diplôme d'école, je n'ai pas le droit de l'appeler diplôme d'État, mais voilà. Hein. Le certificat de réalisation, pour répondre effectivement à Stéphane, en fait, il est obligatoire si les OPCO vous les demandent. En fait, c'est les financeurs qui vous les demandent, les certificats. Mais si effectivement votre stagiaire, votre apprenant, il finance sur fonds propres, il n'y a pas d'obligation. Alors, bien sûr, c'est mieux. Hein. Bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Mais c'est surtout le financeur qu'on a besoin. Voilà. L'attestation de formation, elle n'est plus dans la loi, elle n'est plus obligatoire, mais elle n'est pas interdite. Donc, vous pouvez, nous, on fait des attestations de formation parce que les stagiaires vous disent, moi, j'ai une attestation de formation pour me faire rembourser mes frais de transport ou pour… on vous fait une attestation de formation. Mais je n'écris pas dans l'attestation de fin de formation connaissances ou compétences non acquises, en cours d'acquisition, acquises, vous maîtrisez, ça c'est fini, ça c'est interdit en revanche. Voilà. Bon. OK. Dans le cadre du RS, témoignage d'entité utilisatrice, Élodie. Le principe est-il le même? Alors, attends, parce que c'était la question de la… Dans le cadre du RS, pour les témoignages d'entités utilisatrices,
D'abord, Le principe est-il le même? Ouais, mais là, attends, parce qu'on avait eu la question. Attends, autrement dit, un témoignage d'un ancien apprenant ayant été certifié. Oui, c'est ça, c'est toujours si ça appartient à un autre certificateur que moi. Confère la note de France Compétences sur l'ERS. Oui, la personne utilisateur d'une certification qui n'est pas la vôtre ne va pas venir nier que votre certification a de la valeur sur le marché du travail, parce que ce n'est pas la vôtre. Hein. Il peut venir, parce que la certification ORS, vous ne l'avez pas forcément réellement faite, mais vous avez testé ça avec des formations, vous avez formé des gens, vous avez des entreprises qui vous disent, bon, moi, c'est des formations qu'il y a au bout. Donc, vous n'avez pas stricto sensu des cohortes comme au répertoire spécifique. Donc, c'est pas tout à fait pareil, c'est plus souple, j'ai envie de dire. Donc, c'est la compétence que j'ai acquise et qui est attestée par ces certificats de compétences a eu de la valeur pour moi sur le marché du travail parce que j'ai pu retrouver un emploi, j'ai pu créer mon entreprise, j'ai pu avoir une mobilité interne, j'ai pu avoir une mobilité externe, j'ai pu avoir une mobilité géographique, même pourquoi pas, qui m'a servi. Donc, on peut avoir des témoignages de personnes qui racontent ça et des témoignages d'entités utilisatrices, oui. Mais surtout de votre compétence au répertoire spécifique, plus que du certificat lui-même. Maintenant, les cohortes au répertoire national, là, c'est une autre affaire. Oui, pareil pour les courriers de soutien, c'est ce qu'on appelle souvent témoignage d'entité. Alors oui, soutien est plus bien vu, mais bon, bref, on l'appelle comme on veut. En gros, des courriers qui attestent bien que grâce à vous, voilà, comme a dit Michel, vous avez gagné en compétences et ça vous a permis de vous insérer durablement dans l'emploi. En fait, ces courriers-là, on ne demande pas à la création d'un fan club, d'accord ? Il ne faut pas que ces courriers qu'on sente dans ce courrier que vous êtes géniaux, vous êtes les meilleurs, les formateurs étaient super, le cadre de formation est parfait. C'est pas ça qu'on demande, d'accord ? Vraiment. Pareil, si je me permets un peu cette proximité, c'est parce qu'on le vit, je le vis au quotidien depuis longtemps, et malheureusement, ça, c'est typiquement ça plus ça plus ça fait que le dossier est rejeté parce que vous ne démontrez pas assez, comme je disais tout à l'heure, votre ouverture en fait hors microcosme. Le but, il est là. Quand vous avez des témoignages d'entreprises utilisatrices ou de stagiaires qui ont utilisé vos formations, il faut vraiment qu'ils témoignent d'eux, en fait. C'est d'eux dont ils vont parler de vous, bien sûr, parce qu'ils ont été formés grâce à vous, mais ils vont parler de leur situation. Dans quelle situation ils étaient avant de rentrer chez vous ? Qu'est-ce qu'ils ont acquis en étant chez vous et qu'est-ce qu'ils utilisent maintenant après être passés chez vous. Mais c'est d'eux dont il s'agit, pas de vous. D'accord ? Je sais que certains sont choqués par ce que je dis, mais il faut vraiment l'entendre. Il faut vraiment l'entendre. Ce n'est pas des lettres de sponsoring que l'on attend. D'accord ? C'est vraiment la compétence à mettre en avant. C'est aussi une différence entre la commission précédente et la commission actuelle de France Compétences. C'est que dans la commission précédente, on parlait en effet de lettres de soutien. Bon. Là, on ne parle plus de lettres de soutien, ça doit être des vrais témoignages. Et alors, les dossiers dans lesquels on a une lettre qui est tout le temps la même, et puis la personne entreprise signe, etc., ce n'est pas des lettres de témoignage. Hein. Il faut que l'on mette un petit peu... que l'on donne le contexte dans lequel on a travaillé avec l'entreprise, dans laquelle l'entreprise a travaillé avec nous, combien de personnes ont été formées avec cette entreprise, qu'est-ce que ça a apporté à ces personnes. Il faut qu'on ait un vrai témoignage d'une existence, d'une relation réelle et pérenne entre l'entreprise utilisatrice des compétences au répertoire spécifique et l'organisme de formation. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller comme ça déposer au répertoire spécifique quelque chose qui n'a pas encore connu, qui n'a pas été éprouvé, comme tu dis, Élodie. Voilà. Alors, il nous reste peu de temps parce qu'on a déjà passé 1 heure. Voilà, donc voilà, ça va aller assez vite parce qu'après, il y avait beaucoup de sujets. C'est pour ça qu'il y avait 2 slides juste sur la notion
d'inscription. Donc pour les métiers émergents, donc sur le document vous trouverez le lien. Il y a un lien un lien d'accès directement à la page de France Compétences. Comme ça, vous aurez le lien du site où vous pourrez aller télécharger toutes les notices et notes de la base documentaire. Pour les métiers émergents, donc pouvez-vous préciser donc cette liste présente les différents métiers émergents pour 2022. Donc il y a une reprise des métiers de 2021 avec un ajout de 4 nouveaux métiers. Pouvez-vous préciser ce qui doit être fait sur les critères d'insertion? Justement, il n'y a pas d'insertion en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'analyse d'insertion, donc bonne nouvelle, on va dire, ou pas, bref. C'est pas le sujet. Il n'y a pas à remplir la fiche 7. Il n'y a pas à faire d'analyse poussée de leur insertion. D'accord, on ne vous demande pas d'étudier leur insertion parce qu'on rappelle un métier émergent ou en forte tension, c'est parce que là, tout de suite maintenant, il y a besoin de la compétence. Donc en fait, France Compétences accepte d'enregistrer tout de suite au répertoire, enfin tout de suite, c'est relatif, au répertoire national, des parcours de formation certifiants, vous l'aurez compris, qui permettent tout de suite l'embauche en fait de travailleurs ou d'entrepreneurs, d'activités d'entrepreneuriat pour satisfaire un besoin économique, un besoin du marché. Donc, il n'y a pas de critères d'insertion. Okay, la seule chose, c'est que vous devez expliciter dans la fiche 6, comment vous allez suivre à terme vos certifiés. Donc, c'est un dispositif que vous allez mettre en place pour le suivi, donc tel quel, ce que vous faites pour Calliope, indicateur 30, l'enquête à froid à 6 mois, l'enquête à 2 ans, des appels téléphoniques. Bref, voilà, vous allez expliquer votre dispositif de suivi. On avance. En cas de renouvellement, si la certification est déposée avant l'échéance, mais que le dossier n'est pas instruit à la date de fin prévue, est-ce que la certif reste enregistrée jusqu'à l'instruction? Ou bien est-elle supprimée alors même qu'une demande de renouvellement a été déposée? En fait, au sens juridique, le terme renouvellement ou inscription, c'est pareil en fait. C'est une demande initiale. Il n'y a pas on ne va pas aller chercher l'antériorité, l'archive, d'accord? Les instructeurs ne font pas ça. Vous n'avez donc de fait aucun droit à prolongation des effets de la certification. Donc, si par exemple votre certif s'arrête le 1er mars, eh bien, jusqu'au 28 février, elle est active. Au 2 mars, elle sera inactive. Et c'est comme ça. Ce qui vous d'anticiper les choses. Proactivité, veille, anticipation, c'est vraiment vos mots d'ordre en fait. C'est ça. On ne fait pas les choses au dernier moment. On sait qu'on est dans une société de l'immédiateté du dernier moment, d'accord, mais non, pas là. Pas pour des certifications professionnelles. Les délais d'instruction, après la phase de recevabilité qui est de 3-4 semaines, vous avez un minimum de 5 on a la slide qui présente les temps d'instruction. Mais il faut compter entre 5 à 7 mois d'attente. Donc, et il faut aussi se dire, quid, c'est pas parce que je dépose que je vais être inscrit, donc laissez-vous un peu de marge pour pouvoir faire les correctifs nécessaires pour repasser à la prochaine commission. Donc, c'est pour ça que d'usage, il n'y a pas de règle. Je vois souvent dans le chat, oui, mais il n'y a pas de notes qui confirment ce que vous dites. Okay. Oui, forcément, tout relève aussi de l'usage. Donc, c'est pour ça que ces webinaires existent, pour vous donner nos retours d'expérience et les codes d'usage. À l'usage, il vaut mieux s'y prendre 1 an à l'avance. D'accord? Donc, voilà. Voilà, alors je vais répondre à 2-3 petites questions là, du chat. Une formation répondant à un seul bloc de compétences métiers prépare un CEAP, est-elle éligible au CPF? La réponse est oui, si vous avez le code CPF qui vous a été donné par le ministère faisant le CAP. C'est la même chose, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Vous pouvez avoir plusieurs formations qui préparent à des blocs particuliers. Si le certificateur vous a autorisé à faire une formation sur un bloc, pourquoi pas? Et voilà, c'est du gré à gré. Mais sans l'autorisation du certificateur, maintenant, je vous rappelle que les systèmes d'information de France Compétences et de la Caisse des dépôts sont connectés chaque nuit. D'accord?
Donc, ça veut dire que la Caisse des dépôts récupère les nouveaux organismes de formation qui ont été déclarés par des certificateurs comme partenaires préparant à leur certification, et que c'est seulement quand la Caisse des dépôts a récupéré cette information-là que la formation du partenaire qui a été déclaré à France Compétences devient éligible au CPF, ce qui permet d'arrêter ce petit jeu, excusez-moi, de vol, hein, tout simplement, d'emprunt. Hein, de code CPF, je prépare une certification, je ne connais même pas le certificateur, je prends son code CPF. Moi, j'ai eu le cas avec une cliente, hein, 49 heures de formation pour préparer sa certification, et puis quelqu'un l'appelle en disant « Ah bah tiens, j'aurais bien faire comme la société machin qui prépare votre certif ». Donc, elle va voir le site web de la société machin qui préparait sa certif une fois en 14 heures, une fois aux 21 heures. Elle n'a jamais entendu parler de cette société, vous voyez. Bon, ça s'est vite réglé avec la Caisse des dépôts. J'ai dit, vous faites intervenir votre avocat, un constat d'huissier, puis vous envoyez à la Caisse des dépôts. Ça a été réglé dans les 24 heures. Il ne faut pas laisser passer des choses comme ça. Et ça fait partie du travail du certificateur de protéger la valeur de sa certification. Hein. Ça fait partie aussi du dossier qu'on en dépose. Hein. Il y a cette partie-là dont on ne parle jamais, mais qui est quand même important dans le dossier, qui est comment vous entendez construire un réseau de partenaires. Hein, quelles sont les conditions pour devenir partenaire chez vous? Vous ne pouvez pas laisser faire n'importe quel organisme de formation faire n'importe quoi avec votre certificat quand même, votre certification qui a de la valeur, parce que bon, pour être reconnu par l'État, vous avez vu un peu 85% de rejet, donc si on a des 15% qui sont acceptés, voilà. On ne peut pas laisser comme ça courir le truc où les gens font ce qu'ils veulent avec mon code CPF. Voilà. Alors, pourquoi obtenir parfois un renouvellement de 2 ans alors que la durée maximale d'éligibilité va jusqu'à 5 ans? Alors, effectivement, quand vous obtenez 5 ans, c'est que vous avez satisfait 100% à l'ensemble des critères en fait, de France Compétences. La durée inférieure, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour la donnée inférieure, en fait, ça traduit soit d'un manque, de toute façon, obligatoirement, d'un manque de quelque chose, hein, forcément. Alors, parfois c'est pas négatif. Quand c'est du 3 ans, voire du 2 ans, ça peut aussi signifier que vous êtes soit sur un métier RNCP, soit sur une compétence RSCH, où en fait il y a une amélioration continue constante. Ça veut dire que le métier il est en perpétuel mouvement ou que la compétence elle est en perpétuelle modification. Donc pour le coup, c'est pour France Compétences ne veut pas donner 5 ans en disant de toute façon, manque de bol, au bout de 2 ans, la compétence elle sera plus bonne. Donc voilà, on sait parce qu'il y a des visions prospectives qui sont données par les branches professionnelles, notamment au sein des OPMQ, Observatoire prospectif des métiers et qualifications, qui ont pointé justement des compétences où on sait que c'est une compétence qui se renouvelle. Donc voilà pourquoi parfois vous avez 2 ou 3 ans uniquement. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes ni dans un métier en perpétuelle évolution, ni dans une compétence en perpétuelle évolution non plus, ça veut dire que vous n'avez pas assez démontré l'usage sur le marché de votre certification. Donc, ça veut dire que la note d'opportunité n'est pas assez fournie, n'est pas assez étayée, n'est pas assez convaincante et que surtout, vos données d'insertion ne sont pas bonnes ou ne prouvent pas qu'on s'insère durablement dans l'emploi. Donc, ça veut dire que France Compétences demande à être un peu plus convaincu. Donc, c'est pour ça que vous n'avez que 2 ans ou 3. Voilà. D'accord? Donc, travailler. Donc, vraiment, ce qu'il faut travailler, le référentiel, bien sûr, de compétences, l'insertion pour les RNCP, les modalités d'évaluation, d'accord? Et le process qualité, c'est-à-dire règlement d'examen et règles de jurification. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut travailler en priorité, parce que ça témoigne d'une ingénierie de compétences donnée au bénéfice de vos apprenants. Et donc, ça convaincra France Compétences.
On continue. Donc, les jurys. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la composition du jury de certification? Faut-il absolument que les enseignants formateurs en soient exclus? Bah non. Après, il y a certains métiers qui sont réglementés où, effectivement, pour certains de ces métiers, la composition des jurys est décrétée par ministère, par un autre ministère que le ministère du Travail. Donc, auquel cas, il faut expliquer dans le process qualité pourquoi votre jury il est composé de cette manière-là, hein, parce que vous êtes sous couvert de l'autorité du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Intérieur, par exemple. Pareil, je vous invite à aller sur la notice publiée dans la base documentaire de France Compétences qui donne des préconisations sur la constitution de ce jury. Quoi qu'il en soit, pour se dire les choses en clair, il faut qu'il y ait plus de 50% de membres extérieurs à l'organisme certificateur, d'accord? Donc des membres externes qui n'ont pas, afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, vous voyez l'idée. Et il faut qu'il y ait une parfaite parité salariée employeur et homme-femme aussi, c'est pas mal. Femme-homme, je ne sais plus comment on dit. Homme-femme, femme-homme. Enfin bref, voilà. Vous m'avez compris. Est-il possible pour un petit organisme de formation de déposer une certification? Bah oui, bien sûr, petit, gros, il n'y a pas de discrimination, d'accord, à l'enregistrement. Par contre, on pense comprendre dans votre question que vous sous-entendez l'idée des ressources humaines à mettre à disposition de votre projet. Bah oui, c'est sûr que là, il faut se dire les choses ouvertement. Oui, ça demande du temps. Oui, il faut soigner tous les documents à fournir à France Compétences. Oui, il faut... Ah, Alix, je viens de voir. Non, femme-homme. Ok, pardon, Alix. Femme-homme. Ok. Parité femme-homme. Donc oui, il faut forcément, alors faut pas toute une artillerie de ressources humaines derrière soi, mais il faut quand même avoir du personnel dédié à ce projet de certification. Des métiers holistiques vont-ils pouvoir être répertoriés? Bah, écoutez, c'est la commission des certifications qui décidera et qui appréciera l'opportunité Alors, voilà. je ne sais pas vraiment ce qu'on entend par métier holistique, mais ça rejoint une question qu'on a posée aussi dans le chat sur les fameux soft skills, etc. Oui. Attention, il y a dans la nomenclature des spécialités de formation, vous savez, les codes NSF. Oui. Dans la nomenclature des spécialités de formation, vous avez 4 classes. Et la classe 4, qui est développement personnel, tous les codes de la classe 4, vous les enlevez de vos dépôts au répertoire spécifique ou au répertoire national. C'est-à-dire que si un dépôt, on voit un code NSF classe 4, vous pouvez être sûr que votre dossier sera rejeté. Alors, on peut réintégrer ces notions-là dans d'autres codes des autres catégories de la nomenclature des spécialités de formation. Et là, ça permet d'intégrer toutes ces questions holistiques, soft skills, etc., dans des vraies compétences professionnelles et pas sur du développement personnel. Voilà. J'attire votre attention là-dessus, cette affaire de la classe 4. Enfin, j'ai écrit un article là-dessus pour m'en offusquer, et puis je m'en offusque un petit peu moins sur les blogs de CFS+. Voilà. Mais donc la classe 4 de code NSF, c'est exclu. Parce que quand vous déposez à France Compétences, on vous demande un code, un format code, et on vous demande 1, 2, 3, on vous demande des codes NSF, des nomenclatures des spécialités de formation. Ne déposez pas des codes NSF de la classe 4. On est d'accord, Élodie, hein? Oui. Donc pour les métiers holistiques, en fait, c'est si France Compétences sans le loup, d'accord, sans qu'il y ait un loup derrière, effectivement, soit le certificateur parce que connu pour des faits, voilà, plutôt sectaires, etc. Bien sûr, c'est la commission qui fera le signalement, d'accord. C'est ce que je sous-entendais tout à l'heure.
Est-il vrai que le niveau prérequis d'entrée... Ah oui, alors là, est-il vrai que le niveau prérequis d'entrée en formation a été relevé au niveau DUG? Non. Voilà, donc la réponse est rapide, non. Pas du tout, c'est complètement faux, d'accord? Donc voilà. On oublie complètement cette idée. Je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est totalement faux. Voilà, Comment... il suffit de consulter des Ah ouais. fiches de niveau 3, 4, 5, il n'y a pas de... Non. Alors. Comment se démarquer d'un titre? Si tu Vas-y, donne tes clés de réussite, tes facteurs clés de succès, Michel. Je veux bien donner un élément de réponse, parce que cette question-là, pour moi, elle rejoint une question qui a été aussi posée dans le chat et puis qui nous a été posée la semaine dernière. Il y a un titre professionnel qui existe, alors il est en monopole. Et je ne peux pas aller le concurrencer parce que ce titre ou cette compétence de formation, l'organisme de formation refuse d'avoir des partenaires. Personne n'est propriétaire d'un métier, même s'il a créé le métier. Donc moi, société Dupont, j'ai créé un nouveau métier qui n'existait pas. Et c'est ce métier qui est maintenant enregistré au répertoire national. Eh bien, si demain j'ai un concurrent qui veut déposer un titre avec le même métier, j'ai inventé un métier, tiens, sophrologue. Bon, eh ben, j'ai déposé, et puis ça y est, j'ai une reconnaissance. Ben, si quelqu'un demain veut aller déposer une certification sophrologue, c'est open. Hein. Et moi, c'est pas parce que le métier n'existait pas avant que je le crée que je suis propriétaire de ce métier. Mais c'est pareil pour les compétences. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une compétence sur un sujet, ben, je peux aller mettre une certification sur une compétence qui a déjà été déclarée par quelqu'un. J'ai le cas là en ce moment sur un dossier. Tiens, eh ben, on parle d'un truc qui a trois initiales, là, CPA. Bon, eh ben, il se trouve que France Compétences a validé le 15 décembre une certification de compétences là-dessus. Ben, ça veut dire que le sujet est déjà reconnu en tant que tel sur le marché du travail. Donc, c'est plutôt intéressant pour moi. Hein, ouais. Il y a une partie du travail de la note d'opportunité qui a déjà été faite, j'ai envie de dire. Hein. Bon. Mais personne n'est propriétaire d'un métier, personne n'est propriétaire d'une compétence. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que le métier existe, qu'il a été déposé par quelqu'un ou que la compétence a été déclarée que vous ne pouvez pas faire la même chose. Mais c'est votre façon d'évaluer qui sera différente, bien évidemment. Si vous faites du copier-coller de ce qu'ont fait votre concurrent, vous risquez d'avoir des problèmes avec lui. Justement, Jérôme, là je réponds à Jérôme, il posait la question, il posait exactement ce que tu viens de dire. Donc non, il n'y a pas de risque à ce que France Compétences cherche à limiter le nombre. Ce que veut limiter France Compétences, c'est les dérives et le manque de montée en compétences. Donc voilà. Donc non, il n'y a pas de risque. Je peux même vous dire que personne n'a envie d'avoir des monopoles, y compris France Compétences. Je veux dire, quelqu'un qui dépose un nouveau dossier sur un titre, une nouvelle profession, parce que les nouvelles professions, il y en a qui se créent, voilà. Donc, il y a un nouveau titre. Je pense à une compétence dont je ne vous parlerai pas, mais cliente qui est enregistrée au répertoire spécifique. Mais si demain, une personne veut déposer la même compétence, il n'y a aucun problème. Ils ne sont pas propriétaires de cette compétence. C'est dans l'informatique. Hein. Justement, Hélène complète la question de Jérôme. Les équivalences, en fait, ça ne concerne pas vraiment le certificateur, c'est surtout pour l'usager. En fait, c'est pour permettre à l'individu d'aller choisir les blocs qui... Le diplôme, la certification professionnelle qui l'intéresse. Et si jamais en cours de parcours, pour X raison, il a validé que partiellement, ou en VAE par exemple, il a validé que partiellement certains blocs de ce diplôme ou de cette certification, et bien finalement, en proposant les équivalences, eh bien l'individu va pouvoir savoir quel est l'autre titre qui est en équivalence. Donc ça veut dire s'il a raté chez ce certificateur-là, auprès de ces certificateurs-là, il peut aller regarder ce qui se passe chez l'autre certificateur où sa certification est comparable. Donc, ce n'est pas l'intérêt, ça ne
confère pas d'intérêt, effectivement, pour le certificateur, alors, hormis faire son analyse concurrentielle, allez-vous me dire, vous avez raison, mais c'est surtout pour l'individu, pour que l'individu puisse aller chercher les blocs qui l'intéressent et voir et faire porter son choix. Alors, les partenariats. Comment trouver des certificateurs qui partagent leur certification? Alors là, il faut se lever de bonne heure, effectivement. Faut faire un benchmark, voilà. Faut déjà glaner l'ensemble des informations qu'il y a sur France Compétences pour voir quels sont, sur quel métier, sur quelles compétences vous pourriez être en phase avec ce que propose le certificateur. Et puis, tout simplement, il faut les contacter. Donc, oui, c'est un travail de longue haleine, mais il faut réaliser une étude, un benchmark. Enfin, c'est pas le bon mot, benchmark, mais vous voyez l'idée. Il faut aller étudier le marché et vous présenter comme partenaire idéal, adéquat. Et surtout, montrer comment vous allez faire pour montrer que son certificat correspond à votre projet de formation. Eh bien, en faisant le tableau croisé, demandez à l'indicateur 7 de Calliope. Voilà, j'allais le dire. Travaillez votre indicateur 7 de Calliope, c'est-à-dire montrer que les contenus que vous mettez en place sont en adéquation avec la certification visée, argumenter, parce que voilà, j'ai posé la question d'ailleurs au ministère du Travail sur quand on audite sur l'indicateur 7, est-ce qu'on doit auditer sur le 6? Parce que pour moi, la réponse est non. Mais on me dit que si, il faut auditer sur le 6, mais je ne vois pas ce qu'on audite sur le 6. Mais bon. Donc, j'aurai la réponse, je l'espère, prochainement. Bien. Il faut qu'on accélère parce qu'il nous reste 5 minutes. Okay. Parce qu'on a bien débordé la semaine dernière avec Goulven. On va essayer de ne pas rééditer ça. Comment faire lorsqu'un certificateur ne souhaite pas habiliter d'autres OF afin de garder le monopole? Je viens de répondre. Nous formons en hygiène, salubrité le ministère des Solidarités. La santé est inactive. Peut-on toujours former dans l'attente de sa réactivité? La réponse est vous pouvez peut-être former. Là, je n'ai pas la réponse, mais ce ne sera pas éligible au CPF en tout cas. Bonne nouvelle, le SST a été renouvelé. Pardon? Le SST a été renouvelé, donc ça ne saurait tarder pour hygiène et salubrité. Mais effectivement, vous ne serez pas éligible. Voilà, Goulven nous l'a expliqué la semaine dernière. Il y a même, ils ont rejeté pas mal de choses, même l'INRS, même le CNAM, même, vous voyez, c'est-à-dire que les rejets de certification, ça n'a pas été, ça s'est pas appliqué à des petits organismes de formation. Ça s'est appliqué, y compris à des grosses structures comme l'INRS. C'est quand même pas n'importe quoi, hein, l'INRS, ou le CNAM, ou d'autres. Voilà. Donc le handicap, c'est pas un phénomène de discrimination pour éliminer les petits. Voilà. Non. Alors. On y a répondu rapidement tout à l'heure aussi. Donc effectivement, c'est surtout comment est-ce que dans une ou plusieurs compétences, effectivement, le professionnel comprend la notion de handicap. Donc par exemple, si on est dans un métier du bâtiment ou une compétence propre à la réhabilitation de bâtis, effectivement, il faut prendre en prenant en compte les mesures d'accueil de personnes en situation de handicap. En fait, c'est des mots-clés qu'il faut qu'on puisse trouver dans le référentiel de certification et dans le process qualité, le règlement d'examen, expliquer que les candidats à la certification, vous adaptez effectivement les modalités d'évaluation. Par contre, on ne met pas, je l'ai vu pareil, dans des projets, que vous compensez parfaitement le handicap de l'ensemble des candidats à la certification et on voit une ligne dans le référentiel de certification. Non. On ne confond pas les choses. Dans un référentiel de certification, on parle des compétences d'un professionnel. Donc, en quoi la compétence que vous avez écrite, donc verbe de l'activité, le quoi, le comment, le moyen, d'accord? C'est dans la façon dont vous écrivez notamment le moyen en prenant en compte les mesures ou la réglementation en vigueur des établissements recevant du public. D'accord? C'est dans les mots qu'on retrouve. Quelque chose. Hein. Donc voilà. Ensuite, les statistiques. Donc,
Combien y a-t-il de certifications? Bah, écoutez, voilà, ça change tous les jours, donc bon, c'est voilà, c'est compliqué à vous les donner. Voilà. Mais le volume reste stable en fait au global. Il n'y a pas eu une perte énorme en fait sur le RNCP notamment de titres. Combien de certifications ont-elles ainsi disparu au RS? Donc, quand on vous dit disparu, en fait, c'est qu'elles sont juste inactives parce que rien ne disparaît sur France Compétences. Vous avez toujours l'onglet. Enfin, les certifications sont toujours publiées. C'est juste qu'elles sont grisées en tant qu'inactives. Alors, la raison, pardon, je te coupe la parole, vas-y. Élodie, mais la raison pourquoi les certifications restent-elles sur le site de France Compétences avec la notion de inactive, c'est que la certification, elle est acquise à vie. Donc, il faut que même dans 5 ans, même si la certification n'existe plus, qu'il y ait un employeur qui dise tiens, lui, il a cette certification-là, je veux aller voir ce que c'était comme certification, il faut qu'il aille voir ce qu'avait été délivré comme compétence, et etc. C'était quoi cette certification? D'abord, est-ce qu'elle existait bien? Donc, elle est inactive. Je ne peux plus former de nouvelles personnes, je ne peux plus certifier de nouvelles personnes sur cette certification puisqu'elle est inactive. Mais ceux qui sont certifiés, ils restent certifiés. Donc, il faut qu'on puisse aller voir ce que c'était que cette certification. Voilà. Voilà. Alors, donc, simplement pour quelques chiffres, le RS, il y a 1000 certifications en fait aujourd'hui. Contre 2000 anciennement à l'inventaire. Voilà, donc on est sur un chiffre à peu près. Voilà. Alors maintenant, encore une fois, dans les renouvellements, il y a beaucoup de renouvellements qui ont été rejetés. Les entreprises, les organismes dont les certifications ont été rejetées vont représenter une nouvelle fois, après avoir discuté avec les instructeurs, vont tenir compte de ce que l'instructeur va leur avoir dit sur ce qui n'allait pas dans le dossier. Ils vont représenter leur dossier. Donc la certification est inactive aujourd'hui, elle pourra redevenir active demain, mais avec un autre numéro. Ce ne sera pas la même certification. C'est-à-dire que quand ma certification a été rejetée, je redépose un nouveau dossier. Et donc, j'ai un nouveau numéro de fiche. Ça peut être le même titre, mais c'est plus. Donc, celle qui a été éliminée, elle est bien inactive, et puis c'est la nouvelle qui prend. Voilà. On termine la slide suivante. Alors bon, là, toutes les questions ouvertes, on les laisse ouvertes pour peut-être un prochain webinaire, Élodie. C'est toi qui es aux manœuvres, donc voilà. Je pense qu'il y a une grosse demande pour que l'on continue à travailler cette question. Et puis, on prévoit peut-être, en tout cas, on essaye de voir avec France Compétences comment refaire un nouveau webinaire sur le répertoire spécifique, parce que on a fait le webinaire sur le répertoire spécifique le 23 décembre 2020, c'est-à-dire il y a plus d'un an. Et il faudrait qu'on en fasse un nouveau pour réactualiser un peu sur comment ça se passe maintenant au RS. Vous voyez, la semaine dernière, on a fait sur le répertoire national. On espère en refaire un nouveau avec France Compétences sur le répertoire spécifique pour actualiser celui de 2020. Voilà, donc nous serons appelés encore, nous l'espérons, à nous retrouver. Voilà. Alors, calendrier de la commission, puisque Goulven nous l'a donné la semaine dernière, je pense que c'est une information qui est souvent demandée. Voilà. Ensuite, là, c'est des slides de la semaine dernière. La slide suivante, Élodie. Voilà. Donc, délai moyen pour la procédure d'enregistrement. Je rappelle que, voilà, alors, j'ai fait une petite remarque là sur les collègues, dire non, vous n'êtes pas là pour faire votre pub et donner vos tarifs, parce que quelqu'un disait combien ça coûte à peu près un accompagnement. Faites le tour des organismes certificateurs. Pour ce qui est CFS+, allez voir sur notre site, etc. Et vous avez sur notre site, en tout cas, ce truc-là. En tout cas, il ne faut pas penser que les 7 mois, c'est à partir du moment où on a déposé le dossier, ou bien à partir du moment où vous avez commencé à avoir signé avec un accompagnateur. Ça commence le jour où le dossier est recevable. C'est-à-dire que maintenant, le délai a été très raccourci. La semaine dernière, on a eu une recevabilité dans la journée.
Bon, c'était pour une représentation d'un dossier qui avait été rejeté, mais quand même, voilà, c'est très rapide, une semaine. Voilà. Mais c'est seulement à la date de recevabilité que les 7 mois s'ouvrent. Voilà. Ensuite, on vous a mis les histoires de diplômes là. Voilà. Alors, il n'y a pas les niveaux de rémunération, mais voilà. Alors, là, c'est intéressant ce tableau. On revient sur les niveaux. Voilà. Je rappelle, 1969, le niveau 1 était le plus élevé, le niveau le plus bas était le niveau 5. Et nous étions les seuls en Europe à avoir ça. Alors moi, je dis, c'est une blague un peu personnelle, je dis parce qu'en France, on considère que si on a fait des études supérieures, c'est pas pour être autre chose que number one. Voilà. Donc, c'est pourquoi le niveau 1 est le plus élevé. Non, 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 non. Ailleurs en Europe, le niveau le plus élevé, c'est le 8. Et le niveau 1, c'est le plus bas. Voilà. Donc, pour favoriser l'Erasmus de l'apprentissage en particulier, et que des gens vont aller se promener en Europe pour faire des stages d'apprentis, etc., il a bien fallu qu'on se mette quand même avec les normes européennes pour que tout le monde comprenne que voilà, c'est les mêmes niveaux partout. Donc, depuis le 1er janvier 2019, le niveau 8 est le plus élevé, le niveau 1 est le plus bas. Voilà. Donc, ce tableau vous permet de faire la correspondance entre niveau 1 quand il est en lettres romaines, c'est 1960, en chiffres romains, c'est 1979, et quand c'est en chiffres arabes actuels, eh bien, c'est 2019, c'est actuel. Merci, Élodie. Voilà, dernière slide, c'était un conseil de Goulven la semaine dernière, et que j'aime bien pour terminer ce webinaire. Posez-vous les bonnes questions pour dire qu'est-ce que c'est qu'une formation certifiante. Voilà. Hein. Des compétences professionnelles, c'est-à-dire, c'est mon indicateur 5 de Calliope, c'est-à-dire des objectifs opérationnels et évaluables. Et c'est comment et ce que je dépose au répertoire, c'est la certification et pas la formation. Voilà, notre prochain webinaire, jeudi 17 février. Donc, on va changer un peu de sujet. On va laisser tomber nos répertoires, nos amis de France Compétences, pour revenir sur Calliope et sur la question de la veille dans Calliope, parce que vous allez tous, vous êtes déjà pour la plupart en phase d'audit de surveillance. Faites vivre votre Calliope, et pour faire vivre votre Calliope, mettez au centre de votre dispositif le système de veille qui concerne tous les autres indicateurs. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer la semaine prochaine, ou le 17 février, pardon, avec Alexa Rousseau et Pierre-Henri Berthezel. Voilà. Dernière chose, on vous prépare des webinaires en mars et avril pour parler en particulier de Cléa et de Transition Pro avec Philippe Lebrun, et puis un webinaire également avec René Bagorski pour parler un petit peu d'un bilan de la réforme, et puis comme René Bagorski est à l'origine en particulier de ce travail de 20 OPCA qui sont maintenant 11 OPCO, faire un petit peu un bilan de tout ça. Voilà les webinaires en préparation. Il nous reste à vous remercier, à vous dire que n'hésitez pas à noter ce webinaire puis à mettre des commentaires, et puis à vous dire à très bientôt, et remercier Élodie à nouveau alors bon, on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui sont dans le chat, bien sûr, mais vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler. Bon courage à tous, en tout cas, et veille, veille et veille. Voilà. Soyez en veille, et ce sera le sujet de notre prochain webinaire, la veille. C'est vraiment très, très, très important. Voilà. Bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt. Merci encore. Merci.